entre dans la maison balinaise de Pascal Morabito, on n'a aucun mal à imaginer que ce créateur de bijoux est au départ diplômé en architecture. Sur un terrain d'1 hectare, il a organisé un espace composé de plusieurs pavillons parfaitement intégrés au paysage et de 3 petits temples hindouistes qui habitent le parc. Une piscine à débordement rappelle les mouvements des vagues qui hurlent un peu plus loin l'océan Indien. Il y habite avec ses 2 fils et sa femme Marie-Ève, dont le nom, combiné à cet endroit, nous précipite directement dans le jardin d'Éden. Des chambres au jardin, les œuvres habitent le lieu de cet inlassable collectionneur et créateur. Pour lui, la création passe par la destruction et il fait jaillir ses œuvres à partir d'un principe de renaissance. Mais avant tout, c'est un cadre où il fait bon vivre à 2, comme à plus nombreux, aux côtés de cet homme dont le cœur est grand comme sa maison. C'était un hôtel et c'était un endroit où il y a 8 ans, je viens déjeuner. On s'installait à Bali, on n'avait pas encore trouvé vraiment notre lieu. Et j'ai une vibration extraordinaire. Et je dis, c'est là et nulle part ailleurs. Compliqué, c'était un hôtel. J'ai dit, facile, on va vivre à l'hôtel. Donc, je loue quelques chambres et je les refais. Et puis, de fil en aiguille, avec des discussions avec le propriétaire, etc., nous avons l'autorisation d'habiter ce lieu et de faire ce qu'on veut dedans. Et le résultat, c'est 7 ans de travaux, doucement. C'est-à-dire, on a commencé par quasiment tout raser et on a reconstruit une petite chambre, 2 petites chambres, 3 petites chambres, et puis un grand living, et puis des piscines, et puis, etc. Et tout ça fait un ensemble assez coordonné dans lequel nous pouvons recevoir des mariages, recevoir quelques clients d'exception en tant que locataires quand nous ne sommes pas là, recevoir nos distributeurs du monde entier qui viennent ici passer quelques jours et avec lesquels on peut discuter du travail, et puis surtout la création, les ateliers en bijouterie et mon travail artistique qui ici se passe un petit peu comme une respiration. Son énergie créatrice repose sur le principe universel du yin et du yang. Chaque catastrophe émet une possibilité de résurgence. Les tsunamis ont été une catastrophe à Banda Aceh. Les mangroves se sont déracinées. Et cette beauté de la mangrove déracinée en les palétuviers, j'en ai fait des sculptures. Une œuvre d'inspiration organique et onirique qui rend hommage à la nature. En voyant arriver ces racines, les habitants ont tous cru que des singes venaient les attaquer. C'est une légende, évidemment. Je me suis emparé de cette légende pour la transcrire en sculpture. C'est une sorte de résilience de l'art, et ça aussi bien pour les incendies qui brûlent les idoles. Je les repositionne en mettant de la résine pour les solidifier. Après, nous avons les érosions. L'érosion fait un travail magnifique sur la matière. Un bois érodé devient magique à un moment donné. Après, c'est trop tard. Avant, c'est pas assez. Donc, j'ai fait des arrêts sur érosion. Cet ancêtre qui vient des îles de Bornéo, à Kalimantan, a plus ou moins 300 ans. Pendant des siècles, il a été travaillé par l'érosion, la pluie, le vent, peut-être même la foudre. Les lignes se sont étirées. Il n'en reste que sa structure de base, proche d'un Giacometti. J'arrête l'érosion, je la statifie avec des résines et des pigments. C'est une œuvre d'art. Alternativement, il provoque ou interrompt l'érosion. À l'aide d'un chalumeau, il dégrade des sculptures pour en faire apparaître de nouvelles. Le feu est alors aussi bien destructeur que créateur. Alors les brûlés donnent à peu près le même esprit, avec la différence que la craquelure est différente. C'est-à-dire il y a une craquelure alors que dans l'érosion, il y a des lignes verticales qui sont la pluie, les ruissellements, etc. Donc c'est très différent. Et la stabilité est moins grande, parce que en somme, le charbon de bois, parce que des éléments de charbon peuvent se dégrader. Donc c'est plus difficile, mais c'est des pièces que je suis obligé de mettre dans des vitrines pour les protéger de la nouvelle érosion.
Casser, détruire, ce n'est autre qu'une manière de construire. On assiste finalement à l'essence même de la création, une forme de petite révolution. Les bateaux qui transportaient les jarres de Chine en Europe, ou les porcelaines magnifiques à la cour du roi Louis XIV, coulent. Toutes ces porcelaines tombent dans la mer, se cassent, d'autres sont prises par les coraux qui les tiennent, quand on les prend, on les casse et on obtient des morceaux. De ces morceaux, je les reconstitue, soit avec des résines de couleur, soit avec des vides. Je conserve dans mes jarres des vides et je les peins à l'intérieur, ce qui donne un effet, bien, qu'on a vu avec les éclairages, la lumière du soleil et tout, c'est une vraie magie. Une expression artistique de la maxime d'Anaxagore reprise par Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Les Bouddhas ont été broyés par les Chinois, les porcelaines broyées dans les naufrages et les tsunamis. J'ai drapé ces Bouddhas de cette porcelaine céladon et laqué de blanc pour leur donner toute leur spiritualité. Vous êtes insatiable. C'est peut-être le mot. C'est peut-être le mot. Et je dois dire que chaque fois que j'ai l'idée, la moindre idée, le moindre lueur, elle m'excite et je réalise. Et j'ai la chance, à Bali spécifiquement, de vivre avec un ensemble de personnes qui ont une sensibilité qu'ils ne connaissent pas. Et je les guide et on arrive à faire des merveilles. Mais ici, on ne fait pas que briser les objets, on les conserve aussi. Un vrai musée se dessine de la maison au jardin avec des pièces dignes des plus grands antiquaires. J'ai la chance d'avoir un bon aura dans l'Indonésie et les antiquaires de Puy viennent me voir et me proposer en avant-première des pièces qui ramènent de partout. Parce que Bali est un peu une plaque tournante de l'art. Et donc avant les antiquaires, avant les collectionneurs, tout, je visionne ces pièces. Et tous les jours, j'ai une trentaine d'antiquaires, donc je visionne des quantités considérables de pièces. Je peux choisir, discuter. Je suis le premier. Souvent, je donne un prix qu'ils n'acceptent pas, ils vont voir ailleurs, mais la personne n'est pas là, ou le collectionneur n'est pas encore là, ou il arrive dans 6 mois. Ils reviennent me voir et donc j'obtiens des pièces assez magnifiques. Un ensemble qui rend hommage à une nature providentielle et qui est l'œuvre d'un homme d'une nature exceptionnelle. Mais d'où vient cette belle prolixité ? J'aime tellement de choses et j'aime faire. Je crois que d'abord j'aime faire plaisir. Alors pour faire plaisir, il faut recevoir. Il faut aimer ses amis. Il faut que ce soit beau. Car si on ne vit pas dans la beauté, c'est même pas la peine de vivre. Il faut aimer sa femme, il faut aimer ses enfants, il faut leur apprendre la culture. Et tout ça se vit au jour le jour, avec la sensibilité du moment. Je ne fais que m'amuser. La vie est un bonheur constant si on sait le prendre d'une certaine manière. Et tout peut être un grand bonheur avec une certaine vision, avec un optimisme bien sûr, beaucoup d'optimisme, et puis une force de pouvoir dominer les catastrophes. On dit que l'amour fait traverser les montagnes, alors pourquoi n'apprivoiserait-il pas les océans ? Là, on est chez vous ici. Votre maison aurait pu s'appeler les flots bleus, les cocotiers rouges, tout ce qu'on veut. Ça s'appelle Morabito Art Villa. Pourquoi ? Il fallait donner un nom et c'est tellement facile de donner son nom quand on l'a. Et art parce qu'il y a beaucoup d'art et villa parce que c'est une villa. Tout simplement. C'était un hôtel. C'était un hôtel et c'était un endroit où il y a 8 ans, je viens déjeuner. On s'installait à Bali, on n'avait pas encore trouvé vraiment notre lieu. Et j'ai une vibration extraordinaire. Et je dis, c'est là et nulle part ailleurs. Compliqué, c'était un hôtel. J'ai dit, facile, on va vivre à l'hôtel. Donc, je loue quelques chambres et je les refais. Et puis, de fil en aiguille, avec des discussions avec le propriétaire,
etc., etc., nous avons l'autorisation d'habiter ce lieu et de faire ce qu'on veut dedans. Et le résultat, c'est 7 ans de travaux, doucement. C'est-à-dire on a commencé par quasiment tout raser, et on a reconstruit une petite chambre, 2 petites chambres, 3 petites chambres, et puis un grand living, et puis des piscines, et puis la maison de Kalimantan, etc. Et tout ça fait un ensemble assez coordonné, dans lequel nous pouvons recevoir des mariages, recevoir quelques clients d'exception en tant que locataires quand nous ne sommes pas là, recevoir nos distributeurs du monde entier qui viennent ici passer quelques jours et avec lesquels on peut discuter du travail, et puis surtout la création, les ateliers en bijouterie et mon travail artistique qui ici se passe un petit peu comme une respiration. Le travail artistique, là, il a un nom, c'est la résilience en art. Alors j'aimerais bien une explication. Alors, Dans l'art. chaque catastrophe émet une possibilité de résurgence. Les tsunamis ont été une catastrophe à Banda Aceh. Les mangroves se sont déracinées. Et cette beauté de la mangrove déracinée les palétuviers, j'en ai fait des sculptures, coulées en bronze. Après, quand il y a les tremblements de terre et les ouragans, les bateaux coulent, les porcelaines chinoises se brisent quand on les ramasse cassées, je les reconstitue. Donc c'est une sorte de résilience de l'art, et ça aussi bien pour les incendies qui brûlent les idoles, je les repositionne en mettant de la résine pour les solidifier. Après nous avons les érosions. L'érosion fait un travail magnifique sur la matière. Une pierre érodée, un bois érodé devient magique à un moment donné. Après c'est trop tard, avant c'est pas assez. Donc j'ai fait des arrêts sur érosion. Et alors ça, vous le travaillez de quelle manière? Et à quel moment vous vous dites, c'est là que c'est bien? Alors, je fouille l'Indonésie, qui est un réservoir de catastrophes, puisqu'ils ont tout subi. Et ils subissent pratiquement tout le temps. Il y a les tremblements de terre, les volcans, c'est magnifique, les coulées de lave. Donc, une coulée de lave, par exemple, peut tout d'un coup induire une forme extraordinaire, semblable à Moore, à Harpe. Et ainsi, j'ai trouvé quelques pierres qui réunies nous donnent une sculpture, mais qu'aucun artiste n'a pu réaliser, tellement la perfection est naturelle et évidente. Quand il y a les bois qui s'érodent, à un moment donné, c'est pas assez. À un moment donné, et là, quand j'obtiens une pièce comme ça, je l'arrête, je coule des résines pour arrêter complètement son évolution, négative ou positive, je l'arrête et c'est fini, la pièce est là. Alors comment on explique que certaines, beaucoup même, ont des formes humaines? Eh bien, dans les... C'est une histoire, ça. Oui. Toutes les civilisations d'Indonésie, et beaucoup dans le monde, ont leurs idoles, et aussi les ancêtres. Quand quelqu'un meurt, ou ils veulent rendre hommage à la personne, ils sculptent dans le bois, dans la pierre, la personne qui devient l'ancêtre, qui est placée soit dans la maison, soit en extérieur. En extérieur, dans la maison, elle se conserve. On arrive à avoir des pièces d'un certain âge assez bien conservées, belles, qui vont en général dans les musées ou dans les grandes collections. J'en ai quelques-unes. Et puis, il y a les bois qui sont à l'extérieur, dans la forêt, dans les champs. Et là, l'érosion est naturelle. Tout d'un coup, ce bois devient rien. Par une magie, elle m'arrive ici, je vais la chercher. Et à ce moment-là, je dis, elle est bonne, elle est magnifique. Et vous avez vu le résultat, il y a des pièces qui donnent une vibration qu'aucune sculpture ne peut donner. Et je le considère comme une sculpture. Et j'ai la chance d'avoir un bon aura dans l'Indonésie, et les antiquaires viennent me voir et me proposer en avant-première des pièces qui ramènent de partout. Parce que Bali est un peu une plaque tournante de l'art. Et donc avant les antiquaires, avant les collectionneurs, tout, je visionne ces pièces. Et tous les jours, j'ai une trentaine d'antiquaires, donc je visionne des quantités considérables de pièces. Je peux choisir, discuter,
Je suis le premier. Souvent, je donne un prix qu'ils n'acceptent pas. Ils vont voir ailleurs, mais la personne n'est pas là, ou le collectionneur n'est pas encore là, ou il arrive dans 6 mois. Ils reviennent me voir et donc j'obtiens des pièces assez magnifiques. Vous êtes assez content, mais vous vous amusez bien. Je ne fais que m'amuser. La vie est un bonheur constant si on sait le prendre d'une certaine manière. Et tout peut être un grand bonheur avec une certaine vision, avec un optimisme bien sûr, beaucoup d'optimisme, et puis une force de pouvoir dominer les catastrophes. Chaque fois que j'ai l'idée, la moindre idée, le moindre lueur, elle m'excite et je réalise. Et j'ai la chance à Bali spécifiquement de vivre avec un ensemble de personnes qui ont une sensibilité qu'ils ne connaissent pas. Et je les guide et on arrive à faire des merveilles parce que ils sont gentils, ils travaillent. Et puis, si c'est raté, on recommence. Et on arrive à faire des très belles choses. J'aime tellement de choses. Et j'aime faire. J'aime faire. Je crois que d'abord, j'aime faire plaisir. Alors, pour faire plaisir, il faut recevoir. Il faut aimer ses amis. Il faut que ce soit beau. Car si on ne vit pas dans la beauté, c'est même pas la peine de vivre. Il faut aimer sa femme. Il faut aimer ses enfants. Il faut leur apprendre la culture. Et tout ça se vit au jour le jour, avec la sensibilité du moment. Et puis, la magie aussi, que nous essayons de créer. Comment vous décidez qu'une pièce est magique? C'est le cœur, la tête, c'est l'œil, c'est quoi? Moi, c'est ma vibration. Tout d'un coup, c'est ça et rien d'autre. C'est un peu comme une rencontre amoureuse, c'est comme un paysage, c'est voilà. De temps en temps, il y a la magie, une vibration. Mais là, il y a beaucoup de magie parce que vous avez beaucoup de coups de cœur là. Ah ben, j'en ai pratiquement tous les jours. Tous les jours, j'ai un coup de cœur. Parce que le monde est j'aurais dire, magique. Donc il y a une foison de choses belles. Tout d'un coup, on voit, ça c'est très beau et on ne l'avait pas vu la veille. Et puis il y a un éclairage nouveau. Et puis il y a une respiration. Enfin, c'est formidable. Moi j'ai l'impression d'être un collectionneur de collections. Parce Oui, que... moi aussi. Non. Mais à vrai dire, je ne suis pas un vrai collectionneur. Un vrai collectionneur, il va se passionner que d'une chose et tout. Moi, un ensemble me plaît. J'aime bien les réunir. C'est en somme des grandes familles. Chez vous, dans la suite, c'est une grande famille. C'est-à-dire, il y a toutes les régions de l'Indonésie qui sont réunies par les totems, etc. Eh bien, c'est une collection, mais en réalité, c'est une grande famille. C'est comme un papa qui a plein d'enfants, il pourrait dire c'est une collection. Alors ça, c'est pas de moi, c'est de Pascal, pas moi, hein, l'autre. Oui. La multitude qui ne se réduit pas à l'unité et confusion. Et c'est un peu tout mon travail. Alors j'ai quand même travaillé avec des gens dans cet esprit, les nouveaux réalistes, puisque j'ai été à Nice, à l'école de Nice. Oui. Donc Armand, César, et surtout Armand, avec ses accumulations. Donc il y a toute cette connaissance. J'ai travaillé avec Dali, oui. J'ai travaillé avec des gens qui avaient des visions, et c'était mes professeurs. J'ai amassé une telle culture et je ne me suis pas cantonné. Donc j'ai ouvert dans tous les domaines, aussi bien l'architecture que la sculpture, que le mobilier, que les bijoux, les parfums, etc. Donc tous les sens ont été en exergue. Et puis il s'est passé que j'ai réuni un ensemble de produits qui peut faire des maisons, des villes et puis la vie surtout. On avait envie de vivre l'Asie. Je venais souvent en Asie et c'était assez fascinant. Ma femme adorait, on allait à Bangkok, on allait à Hong Kong, elle aimait beaucoup. On s'était réservé Bali parce que Bali est la perle. On avait trop peur d'y rester, depuis toujours. Donc je ne suis jamais venu à Bali. Et le jour où on est venu à Bali, c'est parce qu'on s'était décidé qu'on pouvait, si on était d'accord, en famille, d'y rester. On est venu avec les enfants, on a fait un petit voyage, on a tourné quelques endroits d'Asie, et quand on est arrivé à Bali, Théo et Tao ont dit oui, on veut y rester. Ça nous a mis 1 an
mois de voyage pour organiser la vie, car c'est une autre vie, on passe dans un autre monde. Et puis là, on a la chance de trouver cet endroit, au bord de l'eau, ce qu'on voulait, avec un climat exceptionnel, des gens gentils. Je ne vois pas ce qui peut ne pas aller. À un moment donné, c'est une sorte de grande pause. D'abord la rencontre avec Marie-Ève, qui a été un changement. Quelle vie on va prendre? Est-ce que je dois continuer à travailler 24 heures sur 24 dans mes bureaux, car j'avais mon lit dans le bureau et je travaillais 24 heures sur 24. Marie-Ève m'a connu dans mon bureau. Place Vendôme, c'était bien. Mais on s'est dit, et pourquoi pas vivre? Tu es jeune, je me sens jeune, et pourquoi pas vivre une autre vie? Alors on a commencé par Marseille, où on a acheté une petite île et je me suis mis pêcheur. Comme ici, je suis jardinier. C'est magnifique. Et puis quand même, au bout de 15 ans, on s'est dit peut-être il y a encore quelque chose à faire. Et puis Internet est arrivé. La communication était différente. On n'avait plus besoin d'avoir du personnel infini, des bureaux immenses, des magasins partout, lourds, fatigants, fastidieux. La création en pâtit. Donc on s'est libéré de tout ça. Arrivant à Bali, on s'est installé les ateliers, c'est léger, on fait un jour quelque chose, les bijoux avec Marie-Ève et les enfants qui travaillent avec nous maintenant. Voilà, c'est simple. Rien ne me convenait, donc il fallait que j'invente. Alors j'ai inventé les téléphones portables, j'ai inventé les manières de vivre à plein d'endroits tout en étant dans le même. Donc j'ai essayé d'inventer ce qui m'était pénible de vivre. Et j'y arrivais, et j'y suis quasiment arrivé toute ma vie. Ici, c'est un peu la quintessence, c'est-à-dire que j'ai pratiquement tout. Là, en ce moment, je me fais un petit chemin japonais, et puis un autre chinois, et puis une partie Renaissance, et une partie grecque, une partie romaine. Donc c'est toute ma culture que j'arrive à réunir. Et puis quand on arrive à vivre avec les enfants, les amis qui viennent nous voir, on fait des voyages, on voyage beaucoup en Asie, 3-4 fois par an en Europe, à Paris, quelques jours. Beaucoup plus dur à vivre maintenant qu'avant, quoi qu'on le vit légèrement, parce qu'après le travail devient assez pénible et tout. Non, je crois qu'on a trouvé un équilibre assez parfait, mais beaucoup grâce aux nouvelles technologies. On Skype des heures en vidéo, on se voit, on est avec mes enfants, avec mon fils Ito, avec mon beau-père, avec ma sœur, avec mon frère, avec mes clients, avec mes fournisseurs, avec mes distributeurs. Enfin, c'est vraiment incroyable. Je suis épaté tous les jours. Ah, le bonheur existe vraiment. Il existe à tous les niveaux. Il peut exister à tous les niveaux. Ben là, on a trouvé notre bonheur, qui est peut-être pas duplicable. Hein. Chacun a son bonheur. C'est comme le luxe. Chacun a son luxe.